les addictions, c'est un vaste sujet. Il y en a beaucoup. Certaines sont parfois méconnues. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on pose une définition sur notre thème du jour. Maëlys Michard, une addiction, c'est quoi? Du coup, une addiction, c'est une impossibilité répétée d'arrêter une conduite, c'est-à-dire un comportement ou la consommation d'un produit en dépit de la motivation de le faire et de savoir les conséquences néfastes que ça a sur l'organisme. Donc voilà, l'éventail des addictions est large. Donc, quelles sont les principales addictions et quelles sont celles qui touchent principalement les jeunes? Alors, bon, pour la plus connue, c'est le tabac, comme tout le monde connaît un peu. On a aussi l'alcool, mais celle qui touche le plus les jeunes, c'est notamment l'addiction aux écrans qu'on va pouvoir retrouver. On a aussi l'addiction à la drogue, au sport aussi, ça peut être une addiction, et à la nourriture. Voilà, aussi, en général. Est-ce qu'un individu est capable de se rendre compte lui-même qu'il est addict, ou est-ce qu'il doit forcément passer par un professionnel de santé pour le savoir? Pour ça dépend un peu des cas. Il y en a certains qui se rendent compte qu'ils sont addicts, mais se rendre compte qu'on est addict et pouvoir arrêter une addiction, c'est deux choses qui sont différentes. Et il y en a certains qui ne voient pas de problème dans leur consommation et qui ne se rendent pas forcément compte. Et donc vous l'avez dit, on ne s'en rend pas forcément compte. Comment une addiction s'installe chez quelqu'un? Est-ce qu'il y a différents stades dans le processus? En fait, une addiction, il faut penser un peu comme si c'était un petit shot de drogue, un petit shot de plaisir. Du coup, une fois qu'on va le créer une fois dans notre cerveau, ça va développer un tilt. Et comme le cerveau va aimer ça, on va vouloir réitérer ça. Et au fur et à mesure, on va en avoir besoin de plus, on va avoir besoin d'en faire plus souvent et avec de plus fortes doses. Et c'est comme ça qu'on va créer une dépendance. Il est évidemment fortement conseillé de consulter son médecin, par exemple, si on est addict à un produit. Maëlys Michard, comment est-ce qu'on diagnostique une addiction chez quelqu'un? Pour diagnostiquer une addiction, il y a 7 critères qui sont différents. On a notamment le craving, on a le fait de ne pas pouvoir arrêter, enfin que ça va perturber nos habitudes de vie, et malgré ça, on va continuer à le faire. Ça va nous isoler socialement. On a plusieurs choses qui peuvent être comme ça. En gros, ça va prendre une place très importante dans notre vie et au dépend de la vie qu'on avait avant. Est-ce qu'il existe des facteurs sociaux qui favorisent le développement des addictions? Bien sûr, il en existe. On a d'abord l'exposition. Oui. Alors, tout d'abord, on a les facteurs de l'exposition. Si on est exposé très jeune à certaines substances, on aura tendance à être plus sensible à ça. Il y a aussi des comportements qui vont être plus sensibles à l'addiction. Et on a aussi l'effet de groupe, c'est-à-dire que dans des populations qui sont assez jeunes, s'il y a une personne qui va commencer à par exemple, consommer de la drogue et que les autres trouvent ça cool, et ben ça va entraîner aussi cette addiction. On a parlé des différents types d'addiction, du diagnostic. Quelles sont les conséquences d'une addiction pour la personne concernée? Comme je vous l'ai dit, ça va prendre beaucoup de place dans sa vie, donc on va avoir à la fois des conséquences psychiques, physiques, sur le long terme et le court terme. Donc psychique, ça va être plutôt un isolement, ça peut être des problèmes d'hallucination, des gens qui n'arrivent plus à dormir ou quoi. Au niveau physique, il y a certaines drogues qui ont forcément des effets néfastes sur l'organisme, que ce soit même au niveau des écrans pour les yeux. Donc tout ça, c'est vraiment assez néfaste pour notre organisme. Et à côté de ça, plus on est jeune et plus on va avoir ces conséquences néfastes et sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va avoir des séquelles en général à vie quand on commence le problème. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, une des addictions principales, c'est celle aux écrans. Les jeunes passeraient, d'après une étude américaine, près de 4 heures par jour sur leur téléphone. Et l'une des conséquences de cette addiction, au téléphone portable, c'est le fait que plus de 9 jeunes sur 10 utilisent donc leur smartphone pour écouter de la musique. Et donc, toutes ces personnes risqueraient des pertes significatives d'audition. Jean-Benoît Prooriol, est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous êtes fondateur d'Audio Solutions, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qu'est Audio Solutions, quel est votre travail? Oui, merci, bonjour. Donc, je m'appelle Jean-Benoît Prooriol, moi je suis audioprothésiste et je m'occupe d'aider les personnes qui ont des problèmes d'audition.
Donc ça, c'est mon quotidien. Je les aide à choisir et je leur adapte un appareillage auditif. Mais une partie aussi de mon métier, c'est de faire de la prévention pour éviter d'avoir une mauvaise audition. Donc voilà. L'addiction au téléphone peut donc favoriser le risque de perte d'audition pour ceux qui écoutent de la musique tous les jours. À partir de combien de dB, donc c'est l'échelle du son, est-ce qu'on met ses oreilles en danger? Alors, c'est une question auquel il faut répondre en mettant deux choses. Effectivement, l'intensité qui se mesure en décibels, mais aussi le temps d'exposition. Donc, les décibels, on va dire, on va prendre quelques repères. Si par exemple, on est dans une pièce calme, on va être à 45 décibels. Si par exemple, on est dans une circulation importante en ville qui a des klaxons, on va être plutôt aux alentours de 80 décibels. Et puis voilà, et puis ça monte crescendo, on va dire. Et donc, pour répondre un petit peu mieux à votre question précisément, effectivement, si on s'expose à des sons forts de façon longue, et bien en fait, on peut effectivement abîmer son audition. Alors pour répondre à votre question sur les utilisateurs des smartphones, qui écoutent la musique avec des casques à partir de leur téléphone, et bien en fait, on va faire un repère sur l'intensité. Donc si par exemple, on écoute à un quart du volume du téléphone avec des oreillettes ou avec un casque, et bien en fait on est à peu près à 80 décibels. 80 décibels, on peut l'écouter pendant 8 heures d'affilée sans fatiguer l'oreille. Si on se met à la moitié du volume du téléphone, on sera à 90 décibels, et si on est à fond sur le téléphone, on sera à 95 décibels. Et si on est à 95 décibels, il faut seulement 15 minutes pour fatiguer l'oreille. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un message de prévention auprès des jeunes, en disant écouter la musique c'est super, mais il faut tenir compte du niveau d'intensité et du temps d'exposition. Donc le niveau d'intensité est important, mais comment on peut se protéger si on souhaite écouter de la musique tout en protégeant son ouïe? Et ben en fait on va essayer d'avoir des conseils simples. Alors 4 conseils. Le premier, c'est de faire des pauses. Donc en fait, c'est pareil, quand on vient de jouer un match de foot, on rentre peut-être pas en courant chez soi, on se repose. Donc c'est pareil, quand on a écouté de la musique, on va peut-être faire des pauses pour pas en écouter tout le temps. Le deuxième conseil, c'est pas trop fort, pas trop longtemps. Ou en tout cas, si on écoute longtemps, on n'écoute pas trop fort. Et si on écoute un peu fort, on n'écoute pas trop longtemps. Le troisième conseil, c'est par exemple de se protéger, soit avec des bouchons standards, soit avec des bouchons sur mesure. Et par exemple, si on va à un concert, aujourd'hui, on a de plus en plus facilement accès à des bouchons de protection. Et alors, un dernier conseil, c'est qu'on peut aussi s'éloigner des sources sonores. C'est-à-dire que si on est à nouveau dans un concert, il y a les haut-parleurs. Et si on s'éloigne de la source sonore, on va s'éloigner aussi un petit peu de l'intensité. Et pour ceci, on va dire que si on se déplace de 2 mètres, et ben on va diviser par 4 le volume sonore. Donc ça vaut le coup de s'éloigner un petit peu. Alors, ici, on l'a tous à peu près connu. Dans les années 80, le Walkman a fait son apparition. Et les dangers des sons trop forts à l'époque n'étaient pas forcément aussi connus qu'aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant qu'audioprothésiste, vous voyez arriver une génération Walkman? Tout à fait. La génération Walkman, ce sont des quinquagénaires ou des quadragénaires, et effectivement, on commence à les voir arriver en laboratoire. Ce sont des personnes qui ont perdu des capacités dans les fréquences aiguës. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les Walkman étaient mal normés, donc le niveau de sortie était très élevé, donc ça a d'autant plus abîmé les oreilles. Mais aujourd'hui, on a une génération, celle dont on est en train de parler pour la prévention aujourd'hui, ça serait la génération MP3, et ben c'est pareil, il faut surtout amener un message de prévention. Alors, à Audio Solutions, comment est-ce que vous travaillez au sujet des dangers d'une exposition à un son trop fort? Il me semble que vous ciblez directement les personnes qui travaillent dans le monde de la musique. Alors, tout à fait. Au début, je vous ai expliqué que mon métier, c'était surtout d'aider les gens à mieux entendre, mais on a aussi, et c'est surtout sous forme associative, des interventions pour prévenir des mauvais comportements. Alors, on intervient avec une association qui s'appelle Audition Solidarité au sein des écoles de musique. Donc, si on sensibilise
les musiciens et les professeurs ou les futurs professeurs. Donc on a un message qui sera pertinent, donc en leur conseillant de faire des pauses, de porter des protections. Et par exemple aussi, on fournit aussi des bouchons. Alors on a un festival qui s'appelle le Festival en Gévaudan, à Saugues, en Haute-Loire. Et bien par exemple, on fournit des bouchons tous les ans, et je vous avoue que voilà, on en fournit de plus en plus parce que les festivaliers sont heureux de pouvoir se protéger avec des bouchons de protection standard, par exemple. Laurie Glady, je me tourne vers vous. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pharmacienne au Chambon-Feugerolles, et vous représentez aujourd'hui l'Union régionale des professionnels de santé des pharmaciens de la région Aura. Déjà, l'URPS, c'est quoi? Alors, les URPS, elles ont été créées en 2009-2010, après, suite à l'apparition de la loi HPST. En fait, les URPS, il existe pour chaque profession médicale et paramédicale. Donc, il y a l'URPS pharmacien, médecin, infirmier, kiné. Voilà pour les principaux. Et en fait, ils sont. Donc, dans chaque région a son URPS. Et ils organisent en fait les soins au niveau régional. Donc ça va être pour promouvoir. Donc ils communiquent pour les professionnels de santé. Nous, ils nous aident, par exemple, ils créent des webinaires sur la vaccination, sur le Covid, ils en ont fait énormément. Voilà, pour un peu nous aider, pour nous aider à ça a été voilà, pour les masques, toutes les nouvelles missions en fait, qui sortent, les lois qui changent un petit peu au gré des ministères. Au gré de l'actualité aussi. Voilà, l'actualité. Dans votre métier, à quel type d'addiction êtes-vous confronté au quotidien? Alors, alors déjà les addictions aux médicaments, qui sont très importantes. Hein. C'est vrai que alors les classes de médicaments les plus courantes, c'est les antidouleurs, les opioïdes, morphiniques. Il y a l'extropropoxyphène qui a été arrêté parce que voilà, dans les pays, surtout anglophones à l'époque, il était très mal utilisé, il y avait de fortes addictions. Bon, il a été remplacé par le tramadol, que vous avez certainement entendu parler, qui pose de gros problèmes aux États-Unis d'ailleurs. Et en fait, ça va être beaucoup les médicaments, les anxiolytiques, avec la classe des benzodiazépines. Et on parle du tramadol, vous avez des exemples de patients qui viennent vers vous et qui n'arrivent pas à s'en sortir, par exemple? Oui, j'ai eu plusieurs fois le cas. Un jeune qui avait dû se repérer de la cheville, à qui on avait prescrit du tramadol. Et il m'avait dit 1 an à l'arrêter. Hein, parce qu'en fait, ils prennent ça, ils ont mal, ils sortent d'opération. Et puis en fait, ils savent pas qu'au bout de. Voilà, en fait, il n'y a pas. Comme d'ailleurs, on peut prendre une fois. Il y a des personnes qui vont prendre 10 fois, ils n'ont pas de dépendant. Et puis d'autres personnes, il suffit d'1 ou 2 fois pour que la dépendance s'installe. Là aussi, en ce moment, j'ai pareil, une patiente, elle est suivie, donc là, elle est en train de se sevrer au tramadol pour la même raison, elle a une forte douleur, on lui a prescrit du tramadol, donc c'est vrai qu'on a un rôle important, nous, pharmaciens, médecins aussi, qui délivrons, les médecins nous prescrivent, mais voilà, nous, je sais quand une personne arrive au comptoir, moi, si je vois du tramadol, je lui pose la question, est-ce que vous en avez déjà pris? Parce que ça peut créer déjà des nausées, des vertiges tout de suite quand on le prend. Et puis je leur dis bien, il ne faut pas le prendre systématiquement comme on prend un Doliprane. Il faut vraiment savoir que la dépendance peut exister parce que en fait ils ne savent pas que telle substance peut engendrer une addiction. On se rend bien compte qu'on n'est pas tous égaux face aux addictions et que ça peut nous toucher alors qu'on s'y attend pas du tout. Quoi. Et puis chez les jeunes, depuis à peu près 5 à 10 ans, on a vu énormément d'ordonnances de Lyrica, de Pregabalin, qui, avec beaucoup de fausses ordonnances qui ont circulé. Donc ça, c'est plutôt les jeunes, en dessous de 20-25 ans, des hommes qui viennent chercher ces médicaments
ces médicaments en pharmacie qui en fait font des cocktails avec des benzodiazépines, avec des hypnotiques, avec l'alcool, voilà, pour l'effet antabuse, rétroactif, et puis voilà, il y a vraiment un marché au noir parallèle qui s'est créé. Donc là, depuis 2021, les ordonnances doivent être sécurisées. Ils ont limité à 6 mois les prescriptions. De la même manière, le Tramadol, maintenant, je renouvelle l'ordonnance tous les 3 mois. Mais bon, moi, après, le problème de la douleur, c'est compliqué aussi, parce qu'il y a vraiment aussi... Alors ça, c'est plutôt chez les personnes plus âgées, mais des personnes en fait, qui ont mal tous les jours, et voilà, qu'il faut soulager. Qui sont obligés de soulager. Voilà, qui sont obligés de prendre des médicaments antalgiques tous les jours. Alors, parmi les outils pour aider les personnes qui se droguent, par voie injectable notamment, il y avait la Steribox, mais ça a changé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, moi c'est vrai que depuis que je suis en pharmacie, ça fait 15-20 ans, voilà, on a tous dans notre tiroir de comptoir, pas trop loin, des Steribox, donc c'est des kits de délivrance pour les personnes qui s'injectent notamment l'héroïne. Donc ça va être, en fait, c'est un kit stérile pour éviter les maladies infectieuses qui peuvent être induites par cette consommation. Donc à l'intérieur, on retrouve des aiguilles, des tampons d'alcool, une petite cupule pour faire le mélange, un filtre. Voilà, donc là, ça fait 30 ans que Steribox était sur le marché. Steribox 1, Steribox 2, et là, donc, ça a changé. Ils ont perdu le marché, quoi. Ils existent toujours. Ouais. Donc pour 1 euro, voilà, vous voyez, alors moi, ça m'a toujours fendu le cœur. Des jeunes, voilà, vous demandez un Steribox, quoi. C'est toujours, Après, nous, moi, j'ai jamais trop non plus osé faire la démarche, voilà, de leur poser la question, est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter? C'est compliqué. Oui, justement, est-ce que vous, en tant que pharmacienne, vous vous sentez limité dans vos moyens pour aider les personnes dépendantes? Ça dépend. Les personnes qui... Alors moi, c'est vrai qu'au champ de Feugerolles, il n'y a quand même pas trop. J'ai jamais eu trop de demandes. Ça fait peut-être 1 an ou 2, voilà, où on m'envoie une demande, mais j'ai pas trop de demandes. Ça dépend beaucoup en fait de l'emplacement de l'officine. Hein, ça dépend de la population autour. Ouais. Vous êtes quand même en contact de la population au quotidien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour mieux sensibiliser les personnes aux addictions et notamment les jeunes? Alors, hormis moi, voilà, les jeunes, moi je les vois pas trop en pharmacie, ils viennent pas trop en pharmacie, à part voilà, pour venir chercher les médicaments voilà, type Fénargan, type Néopodion, à un moment donné la codéine. Après, des fois, quand ils sont mineurs, qu'on connaît les parents, on peut en parler un peu aux parents. Mais c'est toujours délicat. Et puis après, nous, on appelle, moi, quand je vois une fausse ordonnance, j'appelle le prescripteur, voilà, pour savoir est-ce que tel patient vous connaissez, pour que le médecin, lui aussi, essaye, en consultation un peu plus privée, de parler avec son patient. Et on comprend bien la difficulté de sensibiliser les gens à ce sujet. On a donc exposé de nombreuses addictions, hein. On a parlé de leurs conséquences, des dangers qu'elles représentent. Mais un des sujets majeurs, ça reste la prévention. Maëlys Michard, vous intervenez dans les collèges pour parler addiction. Expliquez-nous un peu comment vous travaillez. En fait, du coup, au niveau national, il y a un plan qui a été mis en place qui s'appelle le service sanitaire. C'est un plan qui est interprofessionnel, c'est-à-dire que ça va toucher toutes les filières de santé. Nous, à Saint-Étienne, les étudiants en médecine sont couplés avec les étudiants infirmiers de Saint-Chamond. Les kinés sont couplés avec les manip radio. Et après, il y a les autres infirmiers qui sont couplés avec des autres professionnels de santé. Et ça permet un peu d'avoir tous les types tous les corps de métier qui se rassemblent autour de ces sujets de prévention. Et dans les sujets qui nous sont proposés, on a notamment l'addiction, qui est un sujet qui est assez important puisque c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge. Et dans ce cadre-là, on va aller dans les collèges faire une présentation devant des jeunes par petits groupes en général, et on essaie de faire des animations qui sont assez ludiques et qui permettent de se rendre compte de l'addiction sans non plus les culpabiliser et en restant dans un lieu de confiance où on peut discuter avec eux. Et d'un autre point de vue, on essaie de sensibiliser les jeunes au niveau de la faculté en faisant des centres de prévention et en faisant des événements autour de la santé mentale, de l'addiction à certains procédés. Voilà.
Vous disiez qu'il ne faut pas les culpabiliser. Comment est-ce que, concrètement, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu comment vous faites pour avoir une prévention efficace, justement, pour ne pas les perdre à ce moment-là, parce qu'il faut arriver à les... Je sais pas s'il y a vraiment une prévention efficace parce qu'on n'arrivera jamais à toucher tout le monde. Et ça, c'est important parce que dans tout ce qui est addiction, on peut pas vraiment soigner et faire de la prévention. On est là pour faire mettre une petite graine en fait qui va pousser dans la tête des jeunes et qui va faire qu'ils vont pouvoir se rendre compte des actions des autres pour pouvoir avoir en fait leur propre avis sur la question. Donc nous, après, c'est vrai que comme on est jeunes, en général, ça passe un peu mieux quand même parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir leurs parents qui sont à côté d'eux, donc on essaye de leur parler un peu plus ouvertement et enfin même s'ils nous voient et tout, on essaye de faire assez jeune et de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir faire des animations. Pour les collégiens, c'est vrai qu'on a dû changer beaucoup d'animations et être assez dynamique parce qu'ils perdent très vite l'attention et pour arriver à sensibiliser sur des sujets comme ça, on est passé par des jeux de rôle, on a essayé au niveau des écrans, de voir quelle était leur conduite à eux. Et après, sans rien dire, on leur dit par exemple, ça c'est une conduite addictive. Du coup, on montre personne du doigt, mais en même temps, ils se rendent compte que par rapport à leur conduite à eux, est-ce qu'ils sont plus ou moins addicts au sujet. Est-ce que lorsque vous intervenez dans les établissements comme ça, est-ce que vous arrivez à détecter des personnes qui sont addictes ou est-ce que d'elles-mêmes, ces personnes peuvent venir vers vous? C'est assez compliqué parce qu'en général, on en a déjà vu qui étaient de côté, qui se sentaient pas forcément inclus ou alors qui se sentaient concernés par la question. Nous, on n'est pas allé les voir de nous-mêmes parce que c'est pas la démarche et on n'est pas encore professionnel de santé. Ce qu'on fait, c'est qu'on les aiguille vers les personnes qui peuvent les aider. On fait remonter les informations qu'on a trouvées et c'est à ce moment-là, c'est eux qui prendront en charge parce que de notre propre regret, on ne peut pas prendre en charge des personnes comme ça. Jean-Benoît Proreol, pour Audio Solutions, vous travaillez avec le festival Angers-Vaudan, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment ça se passe concrètement pour vous, pour devenir partenaire? Parce que j'imagine qu'il y a un travail aussi avec les événements. Alors en fait, on est ouvert à tous les événements pour pouvoir, on va dire, amener ce message de prévention. Cet exemple, on va dire, c'était un exemple parmi d'autres. Mais du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est fournir, par exemple, des bouchons de protection ou amener, comme aujourd'hui, un message sur la prévention auditive. Est-ce que vous avez prévu d'autres événements? Je mets dans la Loire, peut-être. Je pense peut-être au Forestival, qui est un gros festival local. Non, pas encore, mais c'est une très bonne idée. Dans la Loire, peut-être Mélisse Michard, quelle structure existe pour accueillir les personnes qui souffrent d'addiction, notamment les jeunes peut-être? Alors, il y a plusieurs sortes. On peut aller s'adresser à plusieurs personnes. Tout d'abord, on peut en parler avec notre médecin traitant. On peut en parler aussi avec notre pharmacien, avec nos infirmiers, ceux qui sont proches de nous. Après, il y a des centres qui sont spécifiques dans la Loire. On a des centres d'accueil. Notamment, il y en a un à Bellevue. Et au niveau de l'hôpital Nord, on a un service dédié à l'addictologie. Donc, voilà. Bien, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Ne vous pressez pas. Madame? C'est très bien d'intervenir au collège. Est-ce que c'est très bien d'intervenir au collège, mais est-ce que c'est pas souvent un peu trop tard? Enfin, je pense à l'addiction aux écrans qui est présent même aux primaires déjà. Alors, du coup, nous, quand on a fait notre intervention, on l'a fait de manière à, premièrement, faire de la prévention pour les jeunes, mais surtout qu'ils emmènent l'information dans la famille, qu'ils partagent l'information pour que ça puisse passer dans les familles, pour que justement les parents aient plus de prévention afin que les enfants soient moins touchés. Et du coup, nous, en médecine, on va intervenir au niveau des collèges, mais il y a certains autres corps de métier qui vont intervenir dans les écoles primaires ou alors dans les lycées. Je pense que toucher les parents, c'est important aussi, parce qu'à l'heure où une certaine loi est en préparation pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, il y a pas mal de parents, je crois, qui ne voient pas l'intérêt de faire blocage aux réseaux sociaux, l'accès des réseaux sociaux
à des enfants de moins de 15 ans. Après, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré un temps d'utilisation qui devrait être adapté à chacun des âges de la vie. Et à propos de ça, on essaye justement de faire passer ces messages. Après, c'est toujours assez compliqué et assez délicat parce que c'est ancré dans le quotidien des gens. Et s'en sortir, c'est parfois plus compliqué parce que les parents ont un téléphone, les enfants ont un téléphone, les copains ont un téléphone à l'école, et ça fait que tout le monde c'est dédramatisé, quoi. C'est vrai qu'il faut agir au niveau des parents parce que même en pharmacie, moi je vois des jeunes, même vu des reportages, hein, il y a des enfants qui sont sur écran dès l'âge de 1 an, 2 ans. Hein, des parents ils mettent leurs enfants devant la télé, ils ont 3-6 mois, ils sont à 2 mètres, et puis ça crée vraiment des retards de croissance, hein, au niveau du langage. Il y a des enfants à 2 ans, 3 ans, ils ont vocabulaire, ils ont pas de travail, ils savent 30 mots, c'est très très compliqué. Moi j'ai un fils de 9 ans, mais je me bats tous les jours. Je l'occupe beaucoup aussi. Moi les réseaux, il va pas. De toute manière, portable, ça sera pas connecté sur internet pas avant 14 ans. Il le sait parce que j'avais fait pendant mes études un UE, c'était un unité d'enseignement sur tout ce qui était toxique, donc les médicaments dans les eaux, entre autres, et puis il y avait les ondes, tout ce qui était ondes. Mais c'est terrible, hein, le portable, en fait il faudrait utiliser un kit main libre, hein, au niveau de l'oreille, là, mais il y a de plus en plus de cancers, alors ils ne sont pas forcément trop dangereux, mais bon, au niveau de l'oreille, là, de plus en plus, et en fait, jusqu'à 14-15 ans, la boîte crânienne des enfants n'est pas formée parce qu'elle continue à grandir. Donc en fait, ils se prennent toutes les ondes. Donc c'est vrai que les écrans, c'est absolument terrible. Donc c'est vrai que les parents, il faut vraiment les sensibiliser. Moi, je sais que par exemple chez la nourrice des petits, il y avait un petit, il mangeait, la maman lui disait, moi, il va manger, mais en mangeant, il faut qu'il ait l'écran à côté. Alors la nourrice me disait, il est hors de question que l'écran, qu'il mange avec un écran ou un iPad à côté, mais c'est vrai que les parents, de toute manière, comme on dit, hein, il y a beaucoup de choses qui se jouent avant 6 ans, et c'est vrai, avant 6 ans, il faudrait faire plus de prévention. En plus, à l'école, là, ils ont même supprimé les visites un petit peu, des visites qui étaient faites par les visites scolaires. Il y avait des médecins qui allaient dans les écoles, maintenant ça a tout été supprimé, donc c'est vrai que au niveau de l'audition, de la vue, ils sont plus suivis. Voilà, le suivi des enfants, ouais. Il se fait plus, en plus on manque de pédiatres, donc parfois il n'y a même pas de médecins traitants. Et après, je pense que surtout ça va créer un isolement avec les écrans. Il y a moins d'interaction entre les enfants et les personnes en général, et ça influence aussi sur la santé mentale et le psychisme, et se diriger vers certaines drogues qui parfois sont Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Madame, non? L'histoire de bon sens et d'éducation. Ouais. Les smartphones, ça fait pas très longtemps que ça existe. Moi, je sais que ça fait. Moi, j'étais une génération, il n'y avait même pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet. C'est vrai que maintenant, c'est totalement différent. Le problème, c'est que maintenant, ça existe et qu'il faut. Oui, c'est comme tout, il faut fixer des règles en fait. Après, c'est. Mais je pense qu'il y a certains parents qui ne se rendent pas compte aussi en fait de la dangerosité du temps d'écran passé. Toujours pas d'autres questions? Après, je pense pas qu'il faut non plus les interdire parce que s'il faut vivre avec son temps, les enfants ont besoin pour retravailler plus tard. Donc, il y a quand même une prévention, mais sans interdire. Après, les réseaux sociaux, je suis d'accord. Enfin, on a accès à. Personnellement, à mon âge, j'y vais pas trop, mais
mais c'est vrai que on ne sait pas sur qui on peut tomber. Là, en ce moment aussi, il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans l'anorexie. Là, j'ai eu l'exemple à ma pharmacie, parce qu'en fait, sur les réseaux, c'est la mode de la minceur. Toutes les influenceuses voilà, très maigres, donc elles se font très... qui se font vomir, qui tombent dans l'anorexie, et c'est terrible, ouais. Eh bien, cette table ronde est terminée. Merci à tous. Merci.